Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons revenir sur un événement de la semaine dernière et qui concerne en fait la Chine et qui concerne plus exactement la cartographie. La cartographie parce qu'évidemment la carte est au centre des représentations d'un pays et qui dit représentation dit attente, dit projection, dit désir et dit aussi volonté de donner une image à soi-même et une image du monde. Donc ici, ce dont on va parler plus précisément, c'est de la nouvelle carte de la Chine. Alors, nouvelle carte de la Chine, il faut s'entendre, on va dire plus exactement, nouvelle carte standard de la Chine, c'est-à-dire la Chine a produit une carte et a annoncé que cette carte servirait de carte de référence, de carte modèle, de carte standard pour en fait l'ensemble du dispositif de propagande, d'éducation, d'information et de communication relatif à l'extension du territoire de la République populaire de Chine, appelée donc plus généralement Chine. Et cette carte est extrêmement intéressante parce qu'elle en fait projette une idée des ambitions géopolitiques de la Chine sur l'Asie. Donc, la première chose assez intéressante, assez amusante, c'est que cette carte a été notamment diffusée par le Global Times. Donc, c'est le Global Times, on sait, c'est un peu l'organe officiel du Parti communiste chinois. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va dire que ce qui est écrit dans le Global Times correspond à la ligne officielle du parti et donc du pays, puisqu'on est dans un régime à parti unique, et que avant d'être président de la République République populaire de Chine, Xi Jinping est le numéro 1 du Parti communiste chinois, et c'est en vertu de cela de cette première position qui commande à la seconde. Donc le Global Times a utilisé Twitter, qui est par ailleurs, comme on le sait, interdit en Chine, pour en fait diffuser cette carte et légender la carte à l'intention donc du monde extérieur, on peut l'imaginer, puisque Twitter est interdit en Chine. Et elle a dit, pour annoncer cette carte, donc je traduis, l'édition 2023 de la carte standard de la Chine a été officiellement publiée lundi, donc la semaine dernière, et lancée sur le site internet du service de carte standard hébergé par le ministère des Ressources naturelles. Donc quelque chose de très officiel, qui fait une carte qui fait loi, qui fait foi. Cette carte est établie sur la base de la méthode de dessin des frontières nationales de la Chine et de divers pays du monde. Et effectivement, ici, c'est le petit élément qui est d'une certaine manière faussement non ironique, puisque ces frontières des divers pays du monde sont en fait surtout celles que la Chine veut que ces divers pays du monde acceptent, puisque quand la Chine, à travers le Global Times sur Twitter, présente sa carte comme correspondant aux frontières de divers pays du monde, le fait est que ça correspond surtout à la manière dont la Chine voudrait que ces différents pays du monde, en Asie, donc ses voisins, dans la manière dont la Chine voudrait que le territoire de ses voisins se limite et se définisse. Alors, en effet, si on regarde la carte en question, il y a certaines choses qui apparaissent. Ce qui apparaît, c'est d'abord que des territoires qui ont été revendiqués, mais qui ne sont pas encore chinois, ça c'est tout le sel de l'histoire et tout l'intérêt en fait de la discussion sur cette carte, c'est que la Chine a mis sur écrit, a dessiné une carte en fonction de ce qu'elle voulait que la Chine soit et non pas en fonction de ce qu'elle est. C'est-à-dire que sur la carte se trouvent validés comme étant déjà chinois des territoires qui sont en fait revendiqués. Par exemple, notamment, et c'est l'objet de conflits, évidemment, de tensions,
sur la carte, qu'est-ce qui apparaît ? Il figure l'État indien d'Arunachal Pradesh, qui est revendiqué par la Chine comme partie sud du Tibet, et l'Aksai Chin, qui est l'extension nord du Ladakh, occupée par la Chine depuis la fin de la guerre sino-indienne de 1962. Et sur ces 2 points, l'Inde avait un peu son mot à dire. En plus, sur la carte, la Chine a adopté un tracé, non plus en 9, mais en 10 traits. Le 10e trait englobe Taïwan. Donc Taïwan fait partie de la Chine. Pour la Chine, on sait, ça c'est de l'histoire ancienne. Mais dans les faits, ce n'est pas la réalité. Je suis ici à Taïwan, je ne suis pas en Chine. La preuve est que je peux dire ceci, et que si j'étais de l'autre côté du détroit, ce serait beaucoup plus difficile de dire cela à la radio. Et évidemment, la carte englobe aussi donc l'ensemble de la mer de Chine du Sud, et donc des territoires et des surfaces émergentes rocheuses qui sont aussi revendiquées par le Vietnam, les Philippines, Brunei, la Malaisie et l'Indonésie, excusez du peu. Et cerise sur le gâteau, si l'on peut dire, la carte inclut aussi, comme chinoise, une île qui est donc Bolshoï Urisiski, qui est en fait une île qui a été décidée par la Russie et par la Chine comme étant en fait aux 2 pays. C'est-à-dire qu'il y a eu un accord en 2004, finalisé en 2008, après un siècle de différends, et il a été décidé qu'en fait le territoire était partagé entre la Chine et la Russie. Ça a été un accord signé par les 2 pays. Et la carte ici dit en fait c'est chinois. Donc l'accord. Et ici évidemment, ce qui interroge, c'est pourquoi faire cette carte ? Pourquoi faire cette carte avant le sommet du G20 ? Pourquoi faire cette carte avant le sommet de l'ASEAN ? Alors que cette carte, évidemment, pour emprunter la terminologie chinoise, va heurter la sensibilité des non-chinois. Mais évidemment, quand on parle de sensibilité, il semblerait que pour la Chine, la seule sensibilité qui compte véritablement, ce soit la sensibilité des Chinois, et pas celle des Indiens, des Malaisiens, des Philippins, des Indonésiens, des Vietnamiens, des Taïwanais, et voire même des Russes ou des gens de Brunei. Donc ici, on a une carte qui, en fait, met un peu les pieds dans le plat, et qui, finalement, c'est presque une revendication, c'est une revendication de souveraineté pour des choses qui ne font pas encore partie du territoire chinois. Donc, d'une certaine manière, c'est une sorte de déclaration de guerre symbolique. Ce que vous estimez être à vous est en fait à nous, et la preuve que c'est à nous, c'est que c'est sur la carte. Alors évidemment, tous les ministres étrangers de tous les pays concernés se sont fait entendre et ont fait entendre leurs protestations. Vive protestation du ministère des Affaires étrangères indienne, vive protestation du ministère des Affaires malaisiennes, philippins. Donc les Philippines ont dit cette carte est la dernière tentative visant à légitimer la prétendue souveraineté et juridiction de la Chine sur les caractéristiques. Alors ça c'est un peu dur à traduire, c'est-à-dire c'est features en anglais. Ce terme il est assez difficile à traduire. Entité et les zones maritimes des Philippines et n'a aucun fondement en vertu du droit international. Les Philippines rappellent ici le règlement du conflit par le tribunal qui est situé à La Haye en 2016 et qui a arbitré en faveur des Philippines, disant que la Chine n'avait pas à réclamer ces parties de la zone économique exclusive des Philippines. Évidemment, Taipei aussi a dit que Taïwan n'a jamais fait partie de la Chine. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est de comprendre la logique de cette carte. Pourquoi faire cette carte-là ? Pourquoi faire une sorte d'anti-diplomatie ? Alors on sait qu'on a l'habitude des loups combattants, mais là, on a vraiment quelque chose qui, encore une fois, semble contre-productif, alors qu'il va y avoir le sommet du G20, alors qu'il y a eu lieu le sommet du G20, alors qu'il y a eu lieu le sommet de l'ASEAN. Pourquoi mettre cette carte au milieu, comme ça, alors que ces sommets, quand je dis il va y avoir, c'est-à-dire qu'au moment où la carte a été produite, ces sommets-là étaient encore prévus. Et en fait, je pense que, sans doute, on peut ici le comprendre, donc, mis à part, évidemment, comme une manifestation, finalement, on peut dire néo-impérialiste, parce que, pour comprendre la carte, il faut la comparer avec, en fait, la carte des Qing, avec la carte de la Chine sous les Qing, et la carte de la Chine sous les Qing
avait en fait à peu près ces dimensions-là, puisqu'elle comportait Taïwan, qui était à ce moment-là chinoise. Bon, à ce moment-là, c'était pas le Parti communiste chinois, c'était les Mandchous qui gouvernaient la Chine, et il y avait les territoires qui étaient réclamés, plus en gros une grande partie de la Mongolie. Alors peut-être qu'à dans la prochaine carte chinoise standard, il y aura aussi la Mongolie dedans. Et pour comprendre ça, il faut donc comprendre ici une sorte de mindset de la politique chinoise, qui est que, en fait, on définit le rapport au présent en fonction de ce qu'on veut que soit le futur. C'est-à-dire qu'on définit comme réel ce qu'on veut qu'il soit réel, parce qu'on estime que comme ça, ce réel va être plus facile à advenir. Autrement dit, il s'agit d'habituer les gens à prendre pour réel ce qui n'est pas encore réel, afin de légitimer ce qui sera, à savoir une extension potentiellement violente des frontières de la Chine actuelle réelle. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.